Donc bonjour Timothée, merci d'avoir accepté du coup cette invitation à une interview en live sur Coffee and Flix. Donc sache que ça fait vraiment plaisir de te recevoir, surtout sur la chaîne où on a vraiment l'habitude de parler du pouvoir du storytelling, des nouvelles manières de raconter une histoire et surtout la manière dont certains créateurs, notamment certains showrunners, parviennent un peu à s'émanciper de certaines contraintes du cinéma traditionnel, certains codes du cinéma traditionnel et en s'imposant eux-mêmes certaines contraintes, parfois narratives, parfois visuelles dans ton cas. Donc forcément, tu étais un invité de choix pour parler de ce genre de sujet, puisque une grande partie de ton travail repose justement sur le fait de bouleverser l'essence de tes spectateurs en les immergeant un peu plus au sein de ton univers, parfois apocalyptique, horrifique, dystopique ou encore science-fictionnel. Donc pour rappeler un peu ton travail dans les grandes lignes, il faut savoir que tu as diffusé le court-métrage Calls sur ta chaîne YouTube en 2016 et du coup que ce court-métrage se présentait un peu comme un found footage à l'exception près qu'il était entièrement sonore et que le concept était donc de suivre une soirée apocalyptique entre Paris et New York à travers seulement les voix de tes protagonistes. Donc ce nouveau genre de found footage assez ovniesque a intrigué, hein, à tel point que Canal+ décide de réadapter ce concept entre 2017 et 2020 en série du coup originale Canal+ décalée, puis en série originale Canal+. Mais le destin de ton œuvre ne s'arrête évidemment pas là, puisque en mars dernier, Apple TV+ décide de réadapter ce concept également avec la plateforme, donc sur leur propre plateforme, et donc showrunné par Fede Alvarez, qui n'est autre que du coup le réalisateur notamment de Don't Breathe ou encore de la version 2013 d'Evil Dead. Donc on va revenir de manière assez chronologique sur tout ton parcours, de tes débuts sur YouTube en tant que vidéaste jusqu'à la conception même du court-métrage Calls et la manière dont est venu ce concept de found footage entièrement sonore. On reviendra ensuite évidemment sur les deux versions sérielles de Canal+ et d'Apple TV+, avant également de s'intéresser à tes futurs projets et tes projets depuis Calls. Ensuite, tu nous avais également prévu des suggestions littéraires et cinématographiques vers la fin du live. Et on clôturera donc cette discussion par un temps de questions-réponses avec le chat. Donc, je te propose qu'on passe directement à la première partie de ce live. Donc, contre toute attente, ton aventure audiovisuelle a commencé avec les réseaux sociaux et plus particulièrement avec YouTube. Donc, j'aimerais connaître les raisons qui t'ont un peu poussé à te lancer sur cette plateforme à l'époque. Est-ce qu'il y a des concepts ou des créateurs de contenu qui t'ont particulièrement influencé? Eh ben, à l'époque, j'étais au lycée et oui, moi j'avais grandi déjà avec Dailymotion parce que dès l'âge de 12 ans, peut-être même un peu avant, je commençais à mettre des courts-métrages sur Dailymotion, mais comme beaucoup de personnes faisaient avec des copains, on faisait des films et on avait fait d'ailleurs un film d'horreur en found footage à cette époque-là. Et on avait fait plein de trucs, c'était horrible, bien sûr, c'était nul, mais on s'entraînait, ça nous faisait marrer. Et le lycée est arrivé, et là, il y a eu toute l'explosion des podcasts, Norman, Cyprien, et Natou, et toute la clique un peu du Velcro aussi, qui forcément, moi je connaissais beaucoup, j'adorais, et au lycée, tu as toujours un peu envie de faire rire tes copains. Enfin, moi j'avais envie de ça, j'avais voilà, ce truc où je trouve ça cool, quoi. C'était une nouvelle forme de célébrité, c'était fou. Tu pouvais être dans ta chambre et devenir adoré par plein de personnes. Du coup, un petit adolescent qui a besoin d'attention et d'amour, il va forcément, moi en tout cas, j'ai voulu faire comme eux et pour faire rire ma bande d'amis. Et en fait, ça a fonctionné. Ça a fonctionné plus que prévu. Et du coup, en fait, je faisais partie d'une sorte de deuxième vague de youtubeurs où à l'époque, il y en avait beaucoup. Déjà, il y en avait beaucoup plus. C'est ça qui est assez drôle parce que la première vague, ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Et la deuxième, déjà, c'est vraiment une cinquantaine de youtubeurs. Et plus les années ont passé, maintenant, il y en a
énormément qui ont plus d'1 million d'abonnés, ce qui à l'époque était même pas impensable. Bref, j'ai commencé du coup à faire des podcasts humoristiques comme vraiment à la Norman et à la Cyprien, donc sur des sujets genre les surnoms amoureux, le type d'élève, le type de prof. Et au fur et à mesure que ça fonctionnait, moi, en parallèle, depuis longtemps, je suis passionné par le cinéma, mais dans cette période-là, ça a vraiment grandi, parce que en fait, les films m'apportaient une autre éducation, me faisaient comprendre des choses que je n'avais pas compris, m'apprenaient beaucoup de choses et me faisaient rêver, me faisaient avoir des émotions que rarement j'ai dans la vraie vie. Et du coup, je me suis dit, wow, ok, je tombais amoureux du cinéma petit à petit. Et au bout d'1 an de podcast, j'en avais marre, j'ai arrêté. Et du coup, j'ai fait une vidéo où je disais, j'arrête, je me mets au court-métrage. Tout le monde a compris, j'arrête les vidéos. Et beaucoup de personnes sont parties. Et je les comprends. Sur YouTube, tu n'as pas forcément envie de courts-métrages qui te font la morale et tout ça. Tu veux juste 3 minutes de. Enfin, à l'époque, maintenant, tu veux 1 heure de McFly et Carito. Et à l'époque, c'était vraiment 3 minutes et puis pas plus. Et là, j'ai commencé à m'expérimenter. Ouais. J'ai commencé à petit à petit même oublier l'humour. Parce qu'en fait, je me rendais compte que dans mes goûts personnels, de ce que je voyais, ce qui me touchait le plus, c'était pas forcément l'humour, même si j'adore ça aussi. Mais il y a et aussi ce que je voyais qu'il n'y avait pas aussi sur YouTube à l'époque. En fait, je voyais beaucoup d'humoristes, mais je voyais pas de personnes qui proposaient juste une histoire ou quelque chose d'autre. Et je me suis dit, j'aimerais bien raconter une histoire au lieu de faire des sketchs. Et petit à petit, j'ai essayé. Voilà, il y avait des trucs qui étaient pas terribles, mais il y avait quelques tentatives. Et en fait, petit à petit, moi, j'ai essayé de faire une année de fac à Lyon en art du spectacle image, mais ça n'a pas fonctionné. Parce qu'à la base, moi, je suis de Valence. Et j'ai essayé un petit pas à Lyon, mais la moitié de l'année, j'ai regardé Lost, donc ça a foiré totalement. J'ai arrêté les études et j'ai finalement quitté la fac pour revenir à Valence. Et j'ai fait 1 an où je travaillais dans un Quick. Et pendant cette année, j'ai du coup pu un peu économiser de l'argent et aussi me concentrer sur des projets audiovisuels et notamment une série qui a été financée en crowdfunding à l'époque sur Ulule, qui s'appelle Relationship. Et là, du coup, c'était une sorte de petit long métrage d'1 heure divisé en 8 épisodes. Et en fait, je ne savais pas du tout où j'allais, je savais juste que j'avais envie de raconter cette histoire. Mais j'ai bien fait parce que c'est ce projet-là qui a fait quelques échos. J'ai appris plus tard à Paris, où il y avait quelques vidéastes qui me suivaient vite fait du coin de l'œil. Et quand ils ont vu ça, en fait, ils se sont dit que c'était cool apparemment sur YouTube proposer une histoire plus longue. Et du coup, ensuite, à l'époque, j'avais rencontré mon ex-copine qui habitait à Paris. Donc, je suis venu à Paris et en fait, j'ai démarché toutes les boîtes pour trouver un stage ou même pas un stage, je voulais bosser gratuitement. Et je me rappelle, le premier tournage que j'avais fait, c'était avec Inernet. J'avais rencontré Vincent Tirel pour la première fois et Seb aussi, Seb Lafrite. Et c'était très étrange d'un coup de rentrer là-dedans. Et j'ai aussi fait un de mes premiers trucs, c'est j'ai joué dans une pub Kinder Bueno. Ah ouais? Oui, réalisé par Ludoc, qui plus tard, Ludoc, réalisateur et un des fondateurs du studio Bagel,
m'a proposé un stage au sein du studio Bagel. Ok. Et cette pub n'existe plus. J'essaye de la retrouver de temps en temps, mais elle n'existe plus. Mais c'était pas mal, c'était pas mal. Et puis, du coup, il m'a proposé ce stage. Et là, donc, j'ai pu... Enfin, je ne veux pas tout faire, mais du coup, grâce à ça, j'ai pu m'approcher de 3 producteurs qui bossaient au sein de Studio Bagel. Et ils ont accepté de produire quelques courts-métrages que j'avais écrits, qui en plus n'étaient pas humoristiques. Et donc, c'était trop cool de leur part, parce que Bagel, c'était très humour. Et c'était sur les chaînes Studio Movie et Studio Gaming à l'époque. Et ouais, on a tenté ça et ça a bien fonctionné. Et puis voilà, pour mon début sur YouTube, ça s'est fait comme ça. Et petit à petit, j'ai un peu laissé tomber la chaîne parce que j'avais des projets rémunérés à côté. Et qui, du coup, je n'avais plus trop le temps pour ma chaîne. Mais ça restait quand même un terrain d'expérience, notamment d'ailleurs pour Coles. Oui. Coles, c'était la plateforme, enfin, c'était le truc où je me suis dit, personne ne va produire ça. C'est un truc que j'ai même pas envie de pitcher à quelqu'un qui pourrait me donner de l'argent. Je veux le faire tout de suite. Bon, ça a pris 8 mois, mais je l'ai fait comme je le voulais et sans avoir à convaincre qui que ce soit. Et je voulais juste en faire un court-métrage d'ailleurs, à la base. Oui, donc justement, je voulais en venir donc pour en finir justement sur cette période enfin, on va pas encore en finir, mais sur la période de vidéaste sur YouTube, du coup, au final, ces expériences sur YouTube, ça a été vraiment une formation sur le tas où tu as pu t'essayer un peu à tous les rôles de la pré-production, à la post-production, en passant par le tournage, la scénarisation d'un projet, la conception d'un projet. Et j'ai pu constater en fait que la toute première vidéo qu'on peut retrouver sur ta chaîne, c'est un petit fond de footage de 5 minutes qui s'appelle Tournage d'un film d'horreur qui tourne mal. Et d'ailleurs, tu vas réitérer l'expérience avec Live qui tourne mal. Bon, j'espère que ce live ne tournera pas mal pour le coup. Mais du coup, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'à l'époque, tu savais déjà un peu mêler fond de footage horrifique assez traditionnel avec toute la sous-culture YouTube, en fait, assez horrible. Donc, tu parlais, en fait, justement, la sous-culture assez horrifique de YouTube qu'on pouvait retrouver à l'époque avec toutes ces vidéos amateurs un peu paranormales, un peu flippantes qui se voulaient être des fonds de footage un peu 3.0. Est-ce que tu sentais déjà à l'époque que tu n'en avais pas fini avec ce genre en particulier en fait? C'est très tôt que tu as commencé à avoir un certain kiff pour ce genre? Moi, à l'époque, j'avais pas trop cette culture internet, genre creepypasta et tout ça, et tout ce qui était vidéo d'horreur sur YouTube. Mais c'était plus, par exemple, des expériences cinématographiques avec des potes devant Blair Witch, devant Rec, Ouais, carrément. qui sont mémorables et qui, Ouais. je m'en souviendrai toute ma vie de ces séances-là. Mm. C'était quelque chose qui était très étrange. Et du coup, je sais que après, en vrai, la base de la base pour le fan footage, c'est que c'est facile à faire. C'est que ça, c'est vraiment le truc. Je trouve que tout le monde va essayer. Si tu veux commencer très tôt et que tu as une petite caméra, le truc le plus facile, c'est le fan footage. Si tu en as vu un, tu sais comment ça fonctionne. Tu peux faire genre que les défauts d'image et de son, c'est parce que c'est un fan footage. Ouais, font partie de la narration. Et du coup, c'est très attirant parce que ça te permet de t'amuser avec pas grand-chose. Et moi, j'avais, à la base, c'était ça. Par exemple, je ne sais même plus comment ça s'appelle, la première vidéo sur ma chaîne, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, film d'horreur qui... Et ça, c'est vraiment juste pour s'amuser. Et puis, parce que j'avais, pendant une semaine, on avait une caméra infrarouge. Et du coup, c'était, putain, attends, on a une caméra infrarouge, il faut qu'on fasse un film d'horreur. Et le live qui tourne mal, pour le coup, ça, c'était plus une vraie réflexion de
moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une passion avec l'Apocalypse. Et je me suis dit, putain, ce serait génial que. J'avais dû regarder des lives à l'époque et je me suis dit, ça serait génial que d'un coup, il se passe quelque chose dans le live et qu'on on pense que c'est réel. Ouais, Et, et moi, j'avais adoré faire ça parce que c'était toute une prise de tête. Parce que du coup, on ne pouvait pas tourner vraiment en live. Il fallait enregistrer tout, faire un logiciel. À l'époque, je saurais même plus le refaire parce que c'était une galère. D'ailleurs, ça avait bugué en plein live. Il y avait une séquence qui avait sauté. Et là, les gens, ils ont dit, attends, c'est faux, du coup, parce que là, il y a un cut en plein direct. Mais en fait, oui, j'adore jouer avec les codes. Euh, quand une œuvre joue avec ses propres codes, ce que je préfère, moi, en tant que spectateur, même ça peut être un film classique qui installe des codes et qui les brise plus tard. Je trouve ça trop bien. Et vu que j'avais fait beaucoup de fan footage et que j'avais fait aussi à l'époque, je faisais des lives quelquefois, ça me faisait. Je trouvais ça cool de faire 4-5 lives normaux. Et ensuite, le sixième, il se passe un truc. Et du coup, tu surprends plus les gens. Bon, voilà. C'était. Donc, oui, c'était une expérimentation aussi face caméra, parce que je jouais parfois dedans. Mais c'était. Oui, à l'époque, tu as envie de. Enfin, moi, j'avais envie de faire tout. Et Relationship, d'ailleurs, ça a été le truc le plus formateur parce que là, d'un coup, il faut trouver des acteurs, il faut trouver des décors, il faut louer. Enfin, non, on n'a rien loué en matériel, mais il faut organiser la venue du matériel, etc. Et en fait, du coup, j'étais prod, j'étais assistant réal, j'étais acteur. Et, euh, et, et, et c'était une galère, mais ça m'a permis d'avoir plein de réflexes que j'utilise encore aujourd'hui. Enfin, je sais que ça me plaît. C'est pas quelque chose que je m'impose. C'est quelque chose où ma passion est née de ce projet-là. Enfin, voilà. Je sais pas comment Et, faire ça. et est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de la jeunesse de Calls? Donc, comment t'es venue l'idée d'un concept entièrement sonore à la base? Et pareil, dans cette même démarche de briser les codes, c'était une époque où je regardais énormément de fan footage, mais vraiment même des trucs que je chopais illégalement, qui jamais n'arriveraient en France, qui sont des trucs un peu paumés dans des festivals paumés où très peu de personnes le voient. Et vraiment, j'avais mon petit site, je sais plus ce que c'était, et je trouvais plein de trucs. Et, c'était souvent il y en avait des très bons, et il y en avait qui, la première moitié était géniale. Non, il y a Siri qui parle, c'est pas moi. C'est flippant, Siri me parle. Bon, il y avait la première moitié qui était géniale, et ensuite, il y avait le reveal du monstre ou de ce qui faisait peur, et c'était toujours un peu décevant parce que c'était souvent des films à très petit budget, et du coup, quand c'était en 3D, c'était horrible. En fait, ça sortait du film, alors que tout le long, juste quand il parlait de ce qui faisait peur, ça me faisait plus peur que de voir la bête. Donc, il y avait ce premier truc. Il y avait, j'étais tombé un soir sur des appels du 11 septembre qui étaient que des appels téléphoniques, et je me suis fait une soirée comme ça, très, très joviale, où j'écoutais tout, et ça m'avait fait ressentir des trucs que j'avais jamais ressentis devant un film. Donc je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Et puis juste pour l'amour de l'horreur et que tout enfin ouais, ce truc de l'imaginaire, j'aime quand on me. Enfin, c'est pour ça que j'adore Blair Witch, parce que chacun se fait un film dans sa tête devant Blair Witch. Et personne n'a le même film. Et donc, j'avais pris cette base d'appels téléphoniques et je me suis dit, enfin, est-ce que ça peut être intéressant d'avoir une histoire seulement à travers des appels téléphoniques? Et à l'époque, il y avait pas les fictions audio, c'était pas encore bien développé. Du coup, moi, enfin, il y avait toujours, c'était plus des sagas MP3 qu'il y avait à l'époque. Enfin, il y avait bien sûr les les vieilles sagas, Donjon de Nullbuck, même François Pérusse et tout ça.
Mais en fait, j'avais jamais pensé à fiction audio. C'était pas un terme que je me disais à l'époque. C'est plus tard, en fait, où je me suis rendu compte que ça rentrait dedans. Oui. Et du coup, je me suis juste dit, faire un film d'horreur sans images, ça me fait rire. Et le truc des téléphones, ça marche bien. Et du coup, voilà, à la base, c'était une mini-série que j'avais écrite de 6-7 épisodes de 2-3 minutes. C'était des contes d'horreur au téléphone. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est quand même mieux si je prends tout et que j'en fais vraiment une histoire où on peut s'attacher un minimum à un personnage. Et puis, bon, je rajoute ma petite sauce de fin du monde, comme ça. Et puis, et voilà, du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Calls. Vraiment, je me rappelle à l'époque, j'avais d'autres projets et je comptais. Enfin, j'avais envie voilà, parce que c'était après mon stage, j'avais plus rien à faire. J'avais envie de faire des trucs et je misais tout sauf sur Calls. Vraiment, j'avais d'autres projets à côté qui sont sortis, qui ont floppé, et alors que je pensais que ça allait marcher. Et au final, c'est Calls qui a fonctionné. C'était très étrange. Je pensais pas. Mais voilà. Et justement, comment elle a réagi, ta communauté, face à ce nouveau genre de found footage? Parce que c'est vrai que déjà, on n'avait pas du tout l'habitude de voir ce genre de concept, mais en plus, tes spectateurs étaient beaucoup plus habitués à des projets plutôt dramatiques, à des courts-métrages soit dramatiques, soit à des projets un peu plus humoristiques. Donc c'est vrai que ça a dû être un... Ouais, ben, à l'époque, j'avais pas sorti énormément de trucs d'horreur, c'est vrai. Mais déjà, ça faisait un moment que j'avais rien sorti sur ma chaîne. En vrai, c'est ça enfin, Ok. j'avais pas non plus de communauté qui genre attendait quelque chose, parce qu'ils voyaient que je faisais des courts-métrages à côté sur Studio Gaming et sur Studio Movie. Et du coup, j'ai sorti ça entre deux courts-métrages produits par Studio Bagel. J'ai sorti Calls, qui était auto-produit et fait, en fait, à chaque fois que, en gros, la réal, elle s'est fait avec Norman Tonnelier, Oui. qui était au son. Oui. Et du coup, en fait, tout s'est fait à chaque fois qu'on avait du temps. Et du coup, avec son emploi du temps et le mien, moi, je l'avais écrit déjà depuis un moment, mais on devait trouver du temps juste pour enregistrer, pour se pencher dessus. OK, qu'est-ce qu'on fait, la musique, etc. Et du coup, ça nous a pris beaucoup de mois. Et donc, je pense que pendant 6-7 mois, il n'y a rien eu sur ma chaîne. Et puis, Calls est arrivé, et du coup, je pense que les gens, déjà, plus que ma communauté, parce qu'en vrai, il n'y en avait pas énormément, ça a beaucoup partagé. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu, et ça a fait un petit buzz à l'époque, en tout cas pour, un petit niveau de notoriété. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens étaient contents de pouvoir imaginer à nouveau. Qu'il y avait ce truc de on est constamment, on nous montre tout, même dans les films, tout était très dit, les intrigues ne laissaient plus de place au doute. J'ai l'impression qu'avec le recul, on était dans un entre-deux. Maintenant, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, on était dans ce truc où tout était très donné aux spectateurs. Bon, c'est avec exception, bien sûr. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu dans les commentaires, de ce que les gens m'ont dit, c'est ce truc de ça fait du bien d'un coup de juste imaginer et de pas qu'on nous donne pas tout, même au niveau de l'intrigue. J'ai fait en sorte que tout ne soit pas compréhensible et que la fin soit un peu ouverte. Et du coup, il y a plein de personnes. En fait, ce qui a marché, c'est les personnes qui font des théories aussi. Ça, c'était trop bien. Oui. Il y avait plein de personnes qui commençaient à théoriser dans les commentaires, à se répondre, à essayer de trouver un peu les liens entre les personnages, entre les sons. Donc ça, c'était trop bien.
Et d'ailleurs, je crois qu'au début, j'avais demandé, il y avait un petit message qui disait un truc genre si vous voulez en faire des dessins ou faire Oui, oui. images par-dessus tout ça, envoyer en mail, tout ça. Et du coup, c'est trop bien parce que j'ai eu plein de dessins de personnes qui imaginaient chacun et chacune quelque chose de différent. Et donc ça, je pense que ça a fait du bien et que c'était le bon moment, mais je ne l'ai absolument pas calculé. C'était du pif. Et c'est tombé au bon moment et les gens ont bien apprécié. Et c'était avant les fictions audio qui maintenant... Ça, le truc aussi, c'est que Apple a sorti en 2021 la série et je trouve que c'est moins... Enfin, les gens font juste, oui, bon, c'est une fiction audio, quoi. Alors qu'à l'époque, il y avait ce truc de... C'est quoi ce truc? Oui, c'est vrai que c'était très ovniesque à l'époque. Moi, perso, j'avais jamais vu de projet comme le tien, comme Calls, et ça m'avait donné vraiment la même impression quand j'avais vu, par exemple, les documents interdits de Jean-Teddy Philippe. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Vraiment cette impression d'ovniesque et de pas jamais vu. Enfin, en tout cas, c'était la première fois que je voyais quelqu'un s'amuser comme ça avec les dispositifs filmiques dans le cas de Jean-Teddy Philippe. Et Mm. enfin, après, il y a eu un peu tout ce qu'il y a eu en Amérique, la popularisation du found footage avec Blair Witch, etc. Ouais. Mais c'est vrai que Teddy Phillips, il y avait quelque chose d'expérimental, de lié un peu à l'archive, qu'il n'y avait pas forcément dans les films américains, en fait, dans les found footage américains. Et je trouve que chez toi, il y a aussi ce caractère assez expérimental, en fait. Mm. Et on peut remarquer que déjà à l'époque, tu posais les bases en fait de la future série Calls. Avec Norman Tonnellier, vous avez constitué une sorte d'univers musical avec des motifs instrumentaux selon certains personnages. Donc c'était vraiment les bases de Calls au final, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais, ça a mis vraiment le pilier de ce qu'allait être la Mm. série. D'ailleurs, le premier épisode de la série, c'est un remake de ce court-métrage. Et ouais, on a. Bah alors, c'est les documents interdits, j'aimerais bien les revoir, mais j'arrive pas à les trouver. Je pense qu'il faut que j'achète en DVD. Parce que j'en Ouais, avais vu maintenant je il y pense a que, longtemps. Et à mon avis, on peut que les louer maintenant sur Internet parce que c'est vrai qu'ils sont introuvables. ouais. Et il y a pas longtemps, là, je voulais les revoir et j'ai rien trouvé. Il n'y a que des vieux. Tu mets sur YouTube, il y a des personnes qui ont refait les épisodes ou qui ont fait. Oui, Et du coup, tu te perds, tu te dis, attends, c'est ça, mais c'est pas bien. Et en fait, non, c'est pas ça. et, et voilà, du coup, bah, si tu veux, on peut passer directement à la version, du coup, à la version sérielle de Canal+. Du coup, comment est venu le concept de Calls aux oreilles de Canal, en fait? Eh ben, c'était à l'époque le producteur du studio Bagel qui s'appelle Lorenzo Benedetti Ouais. qui, euh, qui en fait est venu vers moi. Et à la base, il a juste vu que, enfin, on se connaissait à peine parce qu'on s'était croisés quand j'étais stagiaire, sûrement. Et il a vu le cours et il m'a proposé de l'adapter. Alors d'abord, c'était pas pour Canal. On réfléchissait à des plateformes comme Spotify ou Deezer. Euh, et du coup, moi, j'étais partant. Je pensais pas du tout en faire une série, mais vu ce que ça avait provoqué chez les gens et aussi, ben, d'un coup, tu peux faire un truc que tu kiffes, produit, ben, c'est trop bien. Euh, Moi, j'étais OK. Et en fait, c'est lui, après une petite réflexion, qui a proposé à Canal+. Et là, j'ai pas compris parce que je me suis dit, mais il y a. Enfin, certes, nous, on avait de l'image, on avait mis de l'image sur la vidéo YouTube, mais c'était. Enfin, on l'avait fait à la dernière minute, ça. Bon, pour le coup, ça a vraiment donné de l'identité visuelle de Coles, mais j'en avais aucune conscience à l'époque. Euh, je me suis juste dit, parce qu'on ne comprenait pas tout à l'oreille, et je me suis dit, ben. Enfin, non, en vrai, c'est Norman, je crois, qui a dit, en vrai, ce serait pas mal de mettre du visuel. Et après, j'ai trouvé tout ce truc de faire parler les personnages dans des positions et qu'ils aient une police différente. Et que ce que j'aimais beaucoup, c'est ce truc de quand on ne comprend pas l'audio, c'est vraiment écrit inaudible. Et Mm. c'était une transcription d'une archive. Donc ça jouait vachement bien avec le concept d'archive. Mm. Et du coup, il a proposé à Canal et Canal a dit oui.
Et ils ont dit oui à une condition, c'était que à chaque épisode, il y avait une grosse tête du cinéma français. J'ai fait oui, pas de souci. C'est vraiment une condition que j'accepte. Et donc là, à partir de là, en fait, ils ont dit oui quand même après avoir eu confirmation qu'il y avait potentiel d'avoir une série. Donc, j'ai dû écrire des pitchs de 10 épisodes pour prouver que, ben, avec cette idée que chaque épisode est indépendant, mais il y a quand même une histoire globale. Et donc, ils ont accepté les pitchs. Et ensuite, on a fait le tour des agences de Paris, des plus grosses agences, pour parler du projet. Et en fait, à chaque étape, je me disais, mais ça va intéresser personne. Et en fait, c'était le contraire. Et du coup, j'étais toujours surpris. Et les agents étaient en mode, oh, trop bien, ça va les changer. Je pense qu'ils vont adorer. Donc, on a pu avoir un casting fou. Et voilà comment Canal est rentré dans la boucle. Avec aussi le DA, le directeur artistique de Canal, Olivier Degrave. On a tout retravaillé le visuel. Oui, tout l'aspect artistique. Et voilà, on a rajouté pas mal d'effets. On a mis au propre un peu la vision qu'on a eue avec Olivier tous les deux. Et que ce ne soit pas juste un texte Arial comme j'avais fait, qui est un peu fait à l'arrache. Et puis voilà, Canal a accepté. On a fait une saison 1. Ça, c'était fou parce qu'ils étaient en totale incompréhension de ce projet, Canal. Ils avaient juste besoin, je crois, à l'époque, de quelque chose de risqué et de nouveau. Et du coup, ils ont créé une nouvelle section à Canal+, qui s'appelle la création décalée, avec Coles. Et donc, c'est toujours maintenant, tu peux retrouver des séries à chaque fois 10 minutes l'épisode qui sont un peu avec des concepts originaux et que tu vois nulle part ailleurs, quoi. Et du coup, Canal a été super sur la saison 1, enfin, sur les 3 saisons en vrai. Hein. Mais saison 1, c'était marrant parce que j'avais une liberté totale parce qu'ils ne comprenaient pas à quoi ça pouvait ressembler. Ils avaient vu le pilote. Ils avaient fait OK, ça peut être cool, mais on ne comprend pas comment ça peut être une série. Et du coup, vraiment sur l'écriture, j'avais 0 retour. Alors qu'on m'avait toujours dit, tu verras à la télé, c'est des salauds. Genre, ils te prennent tout, ils te bousillent ton projet. Bah, moi, j'ai eu une expérience rêvée. J'ai eu beaucoup de chance. Et après, saison 2, saison 3, ils ont fait de plus en plus de retours. Mais c'était, en vrai, ça ne m'a jamais trop dérangé. Ça fait toujours un peu peur quand tu as des mails et tu vois que tout est en rouge et tu fais oh là, il faut tout changer. Mais en fait, souvent, c'était pour le bien du projet. Et Ariel Saraco, qui est la directrice de la création originale et de toutes les créations de Canal+, c'est une génie, elle est incroyable. Donc, disons que j'avais pas affaire à des personnes qui pensaient qu'à l'argent et qui allaient. En fait, c'était des vrais artistes qui faisaient des retours. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de séries sur Canal qui sont dans les meilleures séries françaises. C'est, je pense, grâce à Ariel Saraco, qui est incroyable. Et du coup, saison 1, trop bien. Ça se passe très bien. Moi, je suis content. Je ne pense pas en faire une deuxième. J'ai fait une série de 10 épisodes qui me vont, qui ressemblent au premier épisode parce que la fin laisse une fin ouverte et que ça laisse à l'imaginaire ce qu'il faut. Et 3 mois après la diffusion de la saison 1 en entière, je crois que c'était en mars 2018, je ne saurais pas dire. Je crois que c'est ça, mars 2018. J'ai un mail d'Ariel Saraco, justement, qui me dit un mail avec aucun objet et qui me dit juste il y a des Américains qui veulent adapter ta série aux États-Unis. Est-ce que tu veux aller à Los Angeles dans 2 semaines? Et je réponds, je dis tu veux que je parte à Los Angeles dans 2 semaines là? Il me dit oui. Je fais d'accord. Du coup, j'ai dû faire un visa en express. Et il s'avère que c'était Apple. Et donc là, forcément, grand voyage avec Maxime Saada, PDG de Canal+. Il y a d'un coup beaucoup de pression qui arrive et beaucoup de
enfin, le moment change et l'atmosphère change et c'est trop bizarre. Et, je me retrouve du coup avec Maxime Saada pour aller à Los Angeles, pour rencontrer les nouveaux dirigeants d'Apple, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore. La première fois qu'on m'a parlé de ça, je me suis dit quoi, ils veulent mettre ça sur iTunes, je comprends pas. Et en fait, du coup, ils ont lancé leur propre Netflix. Oui. Et à l'époque, en fait, ils venaient d'engager des nouvelles personnes et c'était les personnes qui avaient lancé Breaking Bad, Lost. Donc je ne comprenais pas ce que je foutais là. Voilà, tu étais dans un autre monde carrément. Ouais, c'était trop bizarre. Et forcément, Maxime Saada qui me dit ça en est où la saison 2 ? Alors qu'on n'avait absolument pas parlé de saison 2 avec personne à côté. Ah oui, là, forcément, ouais. Et donc, bah, tu dois. Et moi, je lui dis, bah, en vrai, il n'y a rien. Enfin, et il dit, bah, les Américains, ils vont te poser cette question. Et tu ne vas pas dire il n'y a rien. Tu vas dire qu'il y a quelque chose et tu vas commencer à pitcher la saison 2. Du coup, bah, j'ai dû commencer à réfléchir à une saison 2 avec ça, mais c'était trop excitant. J'étais pas du tout dans le truc de oh merde, attends, ils veulent une saison 2. C'était trop bien. Et du coup, bah, j'ai fait mon blabla devant les Américains. J'ai dit qu'il y avait une saison 2 en cours et tout ça. Et ça a duré 30 minutes, une réunion vraiment de 30 minutes avec un aller-retour Los Angeles et qu'on aurait pu faire comme ça en Zoom. Et du coup, ben, ils ont accepté, mais c'était très long. En fait, on a eu le temps de faire la saison 2 et la saison 3 en France. Oui, parce que justement, ouais. Ouais, avant que la série américaine ne vienne. Donc ouais, alors je sais pas si je continue tout ça, mais enfin, je sais pas où tu. Après, ouais, on pourra parler un tout petit peu encore de la version américaine, mais je voulais te demander, en revenant juste un peu sur la version Canal+, en fait, je voulais un peu parler de la manière dont tu t'y es pris pour tourner les différents épisodes, puisqu'en fait, il y a certains épisodes qui ont été tournés à la fois en studio et d'autres qui ont été tournés en décor réel. Je voulais savoir, du coup, pour les épisodes en studio, par exemple, j'ai pu comprendre que certains acteurs avaient été immergés dans une certaine atmosphère et tout. Comment ça s'est déroulé, ces tournages en studio, et d'où t'es venue cette idée, en fait? Pour quelles raisons tu as voulu immerger un peu plus tes acteurs? La volonté, elle était à la base que le tournage soit une expérience pour tout le monde et de faire les choses autrement que ce qu'elles sont habituellement. Et du coup, alors oui, il y avait une partie tournée en conditions réelles, donc si ça se passe dans une forêt, on va dans une forêt, etc. Il court vraiment. D'ailleurs, parfois, il y avait des problèmes de communication entre les agents et les comédiens. Du coup, les comédiens arrivent et ils font « Pourquoi on n'est pas en studio ?» Et ils sont en talons et il va falloir courir dans tout un truc. Du coup, là, il va falloir trouver des chaussures et trouver d'autres habits parce que tu vas être sali. Et du coup, parfois en studio. En studio, ce que j'aimais faire… Alors, la saison 1, on était un peu plus classique. On faisait, voilà, chacun a son micro. Si, il y avait un épisode qui se passait sous l'eau. Moi, j'avais acheté un vieux truc sur Amazon qui recréait une atmosphère bleue. Du coup, c'était marrant. Mais ça a apporté une sorte d'un truc un peu sombre dans la pièce où ils pouvaient vraiment s'imaginer sous l'eau, peut-être, je sais rien. Et sur la saison 2, j'ai décidé d'arrêter de prendre un micro par personne. Et en fait, le studio nous servira juste comme lieu de tournage. Donc, avec un vrai ingé son qui équipera comme sur un tournage normal. En tout cas, en phone footage, parce que toujours, en fait, le son provient d'une source. Du coup, j'aimais pas tricher. Je trouvais pas ça intéressant. Même dans la saison 1, on a galéré à recréer les espaces et tout ça, alors que, bon sous l'eau, clairement, on pouvait pas le faire, ni dans l'espace. Mais on avait cette envie dans la saison 2 de faire en vrai. Et par exemple, j'ai un appel, mais je vais refuser. Et par exemple,
il y avait un épisode dans la saison 2 avec Mathieu Kassovitz et Ludivine Sagnier qui se passait pendant le 11 septembre. Et là, l'idée, c'était, on a fait une recherche avant avec l'ingé son, et on s'est dit, OK, il faut recréer l'ambiance qu'il y a autour de chaque personnage. Il y avait un personnage qui était dans une des tours, il y avait un personnage qui était à l'extérieur d'une des tours, et avec tout le bordel qu'il y avait autour de ça, les pompiers, les gens, et il y avait un moment donné même où il y avait un crash, enfin un des deux avions qui s'est et en fait on a tout recréé en son et on a mis ces acteurs dans les pièces, on a vraiment enregistré les appels et on diffusait très fort parce que le son du téléphone compresse énormément. Du coup, il faut faire encore plus fort pour que ça ressorte dans le téléphone. Et en fait, souvent, je les voyais, ils fermaient les yeux et ils pouvaient vraiment s'imaginer là-dedans. Donc, c'est horrible comme expérience. Mais c'était important. Pour moi, on a fait d'ailleurs dans la saison 2 aussi un crash d'avion. On a vraiment recréé un crash d'avion et pour un message au répondeur. Et bref. Donc, en fait, je trouvais ça bien que les acteurs aient le moins possible de jouer du faux, que ça soit le plus réel possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait pas trop d'acteurs de doublage parce qu'ils ont peut-être trop l'habitude de bien articuler, d'être face à un micro et que ce soit parfait. Moi, je voulais quelqu'un qui balbutie, qui va pas trouver ses mots, qui va... Du coup, voilà. Et c'est ce qui crée vraiment la signature de Coles, justement, ce côté très réaliste. On sent vraiment dans certaines scènes que ça a été tourné en décor réel. Je pense notamment à une scène dans l'église où les deux opérateurs sont kidnappés par la secte de Joseph et arrivent d'un coup dans l'église. Et on entend l'écho, on entend des voix, des chorus un peu. Et c'est vrai que on est complètement immergé, on peut se figurer quasiment visuellement l'église, quoi. Enfin, et du coup, je trouvais que c'était vraiment cette signature-là de Colt qui fait que c'est peut-être une œuvre qui est adorée, quoi, par beaucoup. Du coup, j'avais pu comprendre également que tu avais été fortement influencé par le travail de Damon Lindelof, notamment sur The Leftovers ou encore Lost. Alors, pourquoi ces deux œuvres en particulier et dans quelle mesure son travail t'a influencé, t'a suivi dans ton parcours artistique? Alors, il y a eu Lost qui, comme j'avais dit pendant mon année de fac, m'a complètement bouleversé. Ça m'a... cette sensation de vivre quelque chose avec les gens, tout ce truc de mythologie qui était même moins important pour moi que vraiment ce qui se passe pour les personnages. Et j'ai l'impression que pour Damon Lindelof aussi, où j'ai lu beaucoup sur ça et j'ai vu qu'il s'était un peu enfermé dans cette mythologie et piégé lui-même, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est les personnages, et c'est ça qu'il écrit magnifiquement bien. Et en fait, Lost et Leftovers sont des séries qui te surprennent toujours. Et ça me plaît beaucoup, que en fait, il a ses petits codes à lui-même où genre un épisode peut d'un coup se passer 10 ans plus tard. Et tu te dis quoi? Enfin, tu t'y attendais pas. Même une saison entière peut se passer des années plus tard alors que tu sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de mindfuck, c'est sûr, dans Lost par exemple. Donc ça aussi, ça me plaît. Mais c'est comment il traite ses personnages en fait de façon pas du tout héroïque. Ils ont toujours des très gros défauts et c'est toujours un peu... les héros sont pas des héros et les méchants sont pas des méchants et tout est compréhensible. Il va pas y avoir un vilain, même dans Lost, Ben Linus, tu le comprends au bout d'un moment, alors que c'est le méchant de Lost. Et ça, j'aime beaucoup cette empathie envers ces personnages, cette compréhension et ce pardon qui donne sans cesse.
et qui nous met dans une position où tu peux pas juste facilement dire, enfin juger facilement ou, ou, ou avoir ton personnage préféré. Ou en fait, tout le monde a ses défauts. Et Leftovers, pour moi, c'est ma préférée parce que je trouve qu'il y a tous les trucs de génie de Lost sans les défauts. Et Leftovers, il s'est concentré sur quelque chose qui parle du deuil et qui est magnifique et qui en plus s'autorise à être marrant et à avoir des épisodes complètement qui n'ont aucun sens. Et enfin, si, ils ont aucun sens, mais en fait, tout est cohérent alors qu'il y a des libertés folles. Et ce truc spirituel aussi qui donne dans ses œuvres. Dans The Leftovers, il y a tout ce truc religieux qui, moi, me touche beaucoup parce que j'ai grandi dans une famille religieuse et que je trouve qu'il y a beaucoup de sujets intéressants, aussi tant à déconstruire que à analyser dans les êtres humains de pourquoi ils sont comme ça, et tout ce truc du pardon. Et souvent, il dit que une scène où un fils, par exemple, arrive juste à temps avant que son père meure sur le lit de mort, et où il se pardonne tout et tout ça, ça m'intéresse pas. Par contre, le fils qui arrive en retard et le père est déjà mort, ça m'intéresse. Ouais. Je trouve ça trop bien, ce truc de... c'est tous les non-dits et tous les... Et puis, il y a aussi comment il finit ses séries. Moi, je suis un partisan, je suis team, j'aime bien la fin de Lost. Mais il y a ce truc... Non, ça va. Mais en fait, j'aime bien... C'est vrai que même la fin de The Leftovers, c'est assez... Oui. Je pense pas que tout le monde a apprécié la fin de The Leftovers. Hein. Elle est très, très mystique, hein, de toute façon, à l'image de tout le travail de Damon Lindelof, finalement. Ouais. En fait, il y a un truc qui est super chez lui, c'est qu'il n'essaye pas du tout de plaire aux spectateurs. Par contre, il veut les surprendre. Il veut donner quelque chose auquel ils ne s'attendent pas du tout. Quitte à décevoir sur d'autres trucs, mais il va... Enfin, les 3 saisons de Leftovers sont quand même très différentes toutes, quoi. Je me rappelle la saison 2, tout le début de la saison 2, tu fais, est-ce que je regarde la bonne série? Non, mais c'est vrai, ouais. Et ça, c'est génial. J'adore ce truc-là où il s'autorise à partir. Mais après, lui, selon moi, c'est un génie qui a quand même toutes les clés en main. Et son génie, c'est de décider de ne pas nous les donner, parfois, et de nous donner certains trucs, mais de ne pas juste faire bon, j'ai aucune idée, démerdez-vous. Au final, c'est ce que tu t'amuses un peu à faire aussi avec Coles, à ne pas donner certaines clés et à laisser certaines portes fermées, à pas forcément expliquer certaines choses, à laisser l'indicible, l'invisible, en fait, j'aime, enfin oui, du coup, il m'inspire beaucoup, donc j'aime beaucoup ça. Et il y a aussi que dans Coles, je voulais toujours être honnête avec ce qui faisait Coles à la base, c'est-à-dire l'imaginaire. Et du coup, j'aimais l'idée de lancer des théories et de laisser le travail se faire dans l'imaginaire. Mais voilà, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde et tout ça. Et du coup, c'est toujours un risque quand tu finis une série et que tu n'expliques pas tout. Mais je préférais ça que faire une dernière saison qui était... Enfin, parce qu'à la base, on avait commencé à écrire une saison 3 où chaque épisode quasiment répondait à des questions. En fait, on s'est rendu compte que c'était juste lourd et qu'il n'y avait pas de personnage, et puis ça nous emmerdait un peu. Et du coup, c'est pour ça que la saison 3, en fait, elle est presque indépendante. C'est presque une histoire en elle-même, et qui, si tu comptes vraiment que la saison 3, c'est la saison pour moi, la plus cohérente de la série, sans prendre en compte les 2 premières.
Mais si tu prends juste la saison 3 comme une petite série, elle est, enfin, je la trouve cohérente. Après, bon, voilà. Forcément, je ne vais pas dire le contraire. Bah, justement, concernant la saison 3, elle a été diffusée en décembre 2020, si je pense pas que je me trompe. Oui, c'est ça. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu un impact du Covid sur le tournage ou sur la conception narrative de cette 3e saison? Il y a eu un impact, mais positif, parce que on a eu le temps, on a eu plus de temps pour écrire. C'est tout, en vrai. Ah si, il y a eu quand même un épisode qui a jarté, qui était, alors encore une fois, c'était du coup jouer avec les codes, mais c'était un épisode seulement visuel et plus pas de son. Du coup, c'était une archive dans une boîte de nuit qui durait 20 minutes et où le son, c'était que de la musique techno. Et en fait, il se passait plein de trucs dans cette boîte de nuit. Il y avait une histoire dans la boîte de nuit, mais en fait, si tu regardais juste le truc en zappant sur une chaîne, plus personne ne fait ça, mais c'est pas grave. Mais si tu zappes sur ça, tu te dis juste, bon, bah, c'est un boiler room, un truc de DJ, et tu vois pas d'histoire. Mais en fait, si tu fais attention, tu voyais une histoire qui se passait, qui se déroulait, et des personnages qui se recroisaient. En fait, tu vois qu'il y a peut-être une histoire de drogue. En fait, tu vois que lui, il est amoureux d'elle et elle ne le veut pas, etc. Et c'était trop bien. On avait commencé à faire le réparage et tout ça. Mais bien sûr, faire une scène de boîte de nuit sans masque de 20 minutes avec 200 personnes à l'intérieur, ce n'était pas possible. Du coup, forcément. on l'a annulé. Mais en plus, c'était vraiment un épisode qui sortait totalement de la saison. Donc, il y a un truc un peu plus cohérent comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais bien kiffé le faire quand même. Mais peut-être un jour, en unitaire, qui sait. Mais sinon, non, on a eu plus de temps. Du coup, pendant les confinements, en fait, bah, on était en pleine écriture. Donc, les tournages ensuite se sont déroulés avec les restrictions, enfin les mesures sanitaires et tout ça, et puis ça a été quoi. Mais on n'était pas, quand il y a eu ce truc de OK, tous les tournages s'arrêtent, on était en écriture, donc ça a été. Okay. Et du coup, je voulais savoir si ce que tu penses un peu du paysage cinématographique et audiovisuel français. Comment t'expliques qu'on retrouve très peu d'œuvres science-fictionnelles ou horrifiques en France? Ben, ça, c'est compliqué. J'aurais pas toutes les réponses parce que je suis pas encore dans le, enfin, je suis pas dans le cinéma en vrai là. Mais je dirais que ben ça marche pas quoi. C'est même quand, enfin, si tu prends l'exception du Corno qui fait Grave et Titane où ça fonctionne de ouf, mais il y a un truc de festival. Déjà, il faut Grave. Je me rappelle, je faisais qu'en entendre parler avant qu'il sorte parce qu'en fait, il faisait une année de festival et qu'il raflait tous les prix. Donc, il faut ces exceptions-là pour. Heureusement qu'il y a ces exceptions. Mais en vrai, même tu vas voir dans les commentaires, c'est très paradoxal, mais quand un film américain d'horreur sort, il y a des commentaires en mode bah, putain, on n'a jamais ça en France et tout ça, c'est vraiment la France, c'est nul. Et quand il y a un film d'horreur français qui sort, les commentaires c'est oula, c'est français, ça a l'air nul. Du coup, bon, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais quand tu vois les résultats au box-office, quand il y a un film d'horreur français qui arrive après peut-être 10 ans de travail à avoir une semaine en salle, les gens n'y vont pas. Donc, il y a ce paradoxe de, forcément, un producteur, je les comprends, ils vont pas voir, ils vont pas prendre le risque de donner 5 ans de leur vie à un projet qui va finalement pas fonctionner. Donc, il faut trouver une alternative. Il faut trouver quelque chose qui va surprendre ou qui va une autre façon de travailler. Et du coup, bah, ça, moi personnellement, j'y travaille. Enfin, on est plusieurs à travailler sur ça. On essaye de trouver un autre moyen. Maintenant, il y a les plateformes qui sont quand même plus ouvertes et plus faciles pour diffuser
un truc sans que ça soit la galère à sortir en salle et tout ça. Du coup, potentiellement, pourquoi pas commencer par là, montrer qu'en France, on peut faire des trucs cool et qui peuvent fonctionner. C'est ça aussi qu'il faut que ça fonctionne, quoi. Parce que si ça fonctionne pas, bon, bah, c'est cool, mais voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ça, peut-être dire bon, bah voilà, on peut en faire au cinéma maintenant, peut-être. Mais tu vois, Julia Ducournau, déjà, même avec Grave, qui a été un énorme succès, elle a mis quand même énormément d'années à sortir son prochain, à sortir Titane. Et en France, c'est pas un succès fou en salle, Titane. Et Ouais, pourtant, elle a vraiment une cinématographie complexe, un univers, quelque chose ouais, qui, je pense, aurait vraiment marché aux États-Unis, par exemple. Et c'est vrai que c'est assez, ouais, c'est assez triste, ouais. bah, ça m'étonnerait pas que son prochain film, elle le sorte aux États-Unis. Ouais. Beaucoup de cinéastes, hein, ouais, d'horreur qui Ouais. étaient français sont partis ensuite aux États-Unis, c'est vrai. Bah ouais, mais j'ai toujours un peu d'espoir. Ouais, ouais, Peut-être à travers les plateformes. Ouais, parce que le cinéma n'est pas encore prêt aujourd'hui à risquer de l'argent pour beaucoup de projets, ce que je comprends. Mais voilà, il y a peut-être des façons de faire différentes. ouais, parce que justement, en 2017, la même année, du coup, où la version sérielle de Calls a été adaptée par Canal+, la chaîne a également proposé la série L'Effondrement, du coup, par le collectif Les Parasites. Donc, justement, tu avais pu travailler avec Roxane Brett et Bastien Minguetto sur Calls. Donc, au final, est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de lien de confiance qui est en train de se nouer entre les créateurs du web et Canal? Ouais, totalement. Ah, mais Ouais. Canal, bah, ils ont supporté très très tôt, hein, avec le bagel déjà. Oui, c'est Et vrai. puis, ensuite, ils ont. Ouais, ouais, non, c'est les meilleurs en termes de support, de création. Et puis, même aujourd'hui, là, ils continuent à collaborer avec des créateurs et ils en ont fait des. Enfin, je pense par exemple à Bertrand Huskla qui a fait Brut avec Canal. Et eux aussi ont commencé sur YouTube. Maintenant, Bertrand, il est en tête d'affiche avec Ahmed Silla dans le film qui a gagné le prix du jury ou le prix du public au Festival d'Huez. Enfin, ça a créé des trucs, quoi. Et c'est trop cool. Donc, Canal, j'espère, continuera à être comme ça. Et puis, en vrai, aussi dans le genre, c'est eux qui proposent le plus. Ils ont quand même fait la série La Guerre des Mondes, qui est passée un peu inaperçue, mais qui est quand même une énorme série de genre qui la moitié se passe en France. Enfin, c'est une série française qui c'est fou de voir ça et en fait on s'en fout. Et puis après bon, je sais pas, j'ai vu 5 épisodes de la saison 1 et moi-même j'ai pas continué, donc il y a peut-être un truc aussi où je me suis pas accroché, mais il y a quand même beaucoup de séries américaines qu'on regarde, même si c'est pas fou l'écriture. Ouais, Euh, alors qu'en France, on doit être très exigeant. Mais, Canal fait quand même des bons trucs, même, et va souvent dans le genre. Il supporte beaucoup le genre aussi. Mais ouais. Donc, je sais en tout cas que si j'ai un projet de film, il y a un truc à voir avec Canal, quoi. d'accord. Et justement, si on te laissait un budget de millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais comme projet? Si on te laissait un budget genre illimité. Ben, j'ai deux films qui sont un peu. Enfin, j'ai un film surtout qui est écrit, dont 70% se passe aux États-Unis, qui est cher et qui a un long métrage. J'ai des producteurs, mais il est trop cher pour un premier film. Donc je pense que je ferai celui-là. C'est un drame intimiste de, de, de quelqu'un qui va aller dans la Tornado Alley aux États-Unis, un Français qui y va et qui en fait va faire face à son passé de plein de secrets qui a été enfoui dans son passé dans la Tornado Alley, du coup avec des tornades, avec un univers qui tout autour se déconstruit totalement et qui est catastrophique autour de lui, comme s'il était attiré vers cette catastrophe et en fait c'est tout un parallèle avec sa vie.
et du coup, ça coûte cher parce que c'est, Ouais, forcément. voilà, aux États-Unis, il y a des tornades, mais ça, ouais, j'ai très envie de le faire. Et puis, je prendrai l'argent et je ferai plein de petits projets plutôt. Sinon. Ok. Et du coup, on a un peu parlé aussi de la version Apple TV+. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de la version de Fede Alvarez? Je trouve qu'ils ont gardé l'âme de Coles et ça, c'est cool. Ouais. Ils n'ont pas essayé d'en faire autre chose. Je trouve qu'il y a il y a pas mal de qualités. Dans le visuel, ils ont essayé quelque chose de malin. Même s'il y en a beaucoup, pour mon goût, c'est peut-être un peu too much. Mais c'est assez cool. Je trouve peut-être un poil trop bavarde sur les derniers épisodes. Je ne sais pas si tu as tout vu, mais Ouais. enfin, je trouve que ça explique beaucoup. Après, bon, ça, c'est. Voilà, Oui, moi, c'est vrai. Vous savez je suis qu'il... partisan de moins expliquer plutôt que de vraiment toutes des longues tirades avec des docteurs, des scientifiques qui expliquent ce qui vient de se passer. Moi, je n'aurais pas fait ça, mais je respecte totalement et je comprends. Parce qu'il y a, je pense aussi que Apple avait aussi cette envie d'être moins dans l'explicite, moins dans l'imaginaire. Et puis voilà, non, j'ai trouvé ça sympa. Et il y a vraiment des épisodes que j'adore. Il y a des épisodes où je me suis dit, putain, l'idée, elle est chambée. Celui avec la voiture, à chaque appel, les Ah années oui. passent. Je trouve ça super comme idée. Et en plus, il s'est un peu inspiré de l'épisode que tu avais fait. Enfin, je trouve, on sentait un peu l'inspiration avec l'épisode avec Olivier qui est dans sa voiture. Je sais pas comment expliquer, mais je trouvais qu'il y avait un peu la même atmosphère, les mêmes entre lui, sa mère, tout ça. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai senti comme Ah ouais. on a fait un peu penser à cet Et oui, épisode-là. En fait. c'est vrai que maintenant que tu le dis, je crois qu'il y a eu, enfin, je crois que j'avais vu un mail ils veulent reprendre un peu une base de cet épisode, mais c'est quand même très différent. Ouais, il a pris la base et il en a fait vraiment un. Ouais. Ouais, Et il a du coup, pris vraiment celui-là, je trouvais ça trop bien. Et puis, il y a un autre épisode, ça, je sais plus c'est l'épisode avec qui se passe dans une maison, c'est une famille et c'est en mode une fille qui veut retourner dans le passé. Oui. Et en fait, ça fait tout foirer. J'ai trouvé ça, cet épisode, je l'avais vraiment adoré. Il m'avait foutu une vraie angoisse. Donc ça, j'avais kiffé. Donc voilà. Mais ouais, j'aurais bien aimé être plus impliqué dans cette version-là. Mm. Juste un tout petit peu, mais écoute, ce qu'ils ont fait, c'est très cool. Et puis voilà. Et du coup, quels sont tes projets depuis Calls? Alors, depuis Calls, donc c'est sorti en décembre 2020. En 2021, j'ai tourné un long métrage Ok. avec Lucas Pastor, qui est un ami auteur, acteur, qui est génial, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Chaise. Ok. C'est vraiment... Je l'adore. Enfin bref. Et du coup, on a écrit et réalisé un film ensemble, produit par Vanessa Bria et Monsieur Poulpe, qui Ok. ont leur boîte Ninja. Et justement, c'est là où on essaye de passer outre parce que personne n'allait financer ce film. C'est Mm. encore un fond de footage. C'est une comédie d'horreur où il y a déjà eu une projection à Paris pour un festival et on a gagné un prix, donc c'est trop bien. En fait, on l'a fait on l'a écrit, je pense, février, mars, avril. On l'a tourné. En fait, après l'écriture, avec Vanessa et Poulpe, les prods, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande au CNC, tout ça? Vas-y, viens, on fait un petit dossier, on essaye de chercher de l'argent. Et on a très vite abandonné parce qu'on s'est dit, personne ne va donner de l'argent à Mm. ce truc. Et du coup, Vanessa et Poulpe ont été incroyables parce qu'ils ont financé avec l'argent de la boîte le film. Et en fait, c'était une aventure trop cool. Ça a duré 14 jours. C'est toute une autre histoire à raconter.
mais le film a été monté rapidement et on a fait du coup une projection en décembre 2021 donc pour ce festival. Le PIF, ça s'appelle toujours le festival. Le film s'appelle Stéphane et c'est Lucas qui joue le rôle principal aussi d'ailleurs. Et en fait, on essaye là de trouver justement un moyen de comment faire que ce film vive. Donc on va faire une année de festival où on va essayer à l'international, voir ce que ça donne, essayer de voilà, voir ce que les gens en pensent. Et après, au bout d'un an, on va réfléchir à le proposer à une plateforme. Parce que le cinéma, on pense que c'est trop saturé et que si c'est pour qu'il soit une semaine dans la salle 37 de Châtelet-Les Halles, c'est pas quelque chose qui finalement nous fait kiffer, même si on a toujours ce fantasme du premier film au cinéma. En fait, là, c'est un film qui doit être consommé, si je puis dire, c'est pas un produit, mais bon, en plateforme, je pense. Donc voilà, il y a ça. Donc là, on a fini le mix, donc il est prêt. Il est prêt à partir dans le monde. Et ensuite, là, j'ai réalisé un sketch show pour Canal+, pour Mister V, qui va faire son retour là en mars. Et du coup, là, on est en pleine post-prod, mix, montage, etc. Enfin, surtout montage. Donc voilà, il y a eu ça. Donc ça, c'est vraiment plus, j'ai réalisé parce que il y avait Lucas qui écrivait dedans et puis parce que j'aime beaucoup le travail de Mister V et que voilà, j'avais envie de m'exercer à nouveau à du sketch humoristique. Et du coup, voilà, c'était très cool. Et puis là, c'est des projets d'écriture surtout. Donc le long métrage Les Tornades là et un autre long métrage. Et une série aussi. Et puis, ouais, j'essaye de... En fait, j'ai de la chance parce que je peux prendre le temps de réfléchir à sur quoi je veux travailler. Et après Calls, voilà, il y a eu Stéphane qui m'a pris pas mal de temps de 2021. Et là, 2022, ça va être soit des projets qui vont arriver vers moi et je dis oui ou non, soit je me concentre sur l'écriture de certains projets. Je pense que je vais me concentrer sur l'écriture de certains projets et essayer, pourquoi pas, de financer un premier film de cinéma enfin, de lancer en tout cas en écriture un peu, voilà, avec une prod et tout ça. Mais souvent, ce qu'il faut faire, parce que enfin, j'ai l'impression qu'en France, il faut d'abord faire un court-métrage si tu veux vendre un film un peu particulier. Genre là, j'ai un premier film qui peut être pas cher à faire, mais qui est particulier, qui est un peu dans l'horreur et un peu dans le psychologique bizarre. Je vais en faire un court-métrage, sinon je pense que personne ne croira au projet en France. Du coup, c'est souvent ça. Et puis, même si on n'a pas de thunes, il faut essayer. Il faut essayer de faire des courts-métrages parce que maintenant, en vrai, avec un téléphone, tu peux faire un court-métrage. Donc, il n'y a plus d'excuses. Alors qu'en 2010, il y avait un peu plus d'excuses. Et encore, franchement, pas beaucoup. Mais du coup, aujourd'hui, encore moins. Dans les années 90, il y avait beaucoup d'excuses quand même. C'était cher de faire des films. Mais là, aujourd'hui, franchement, on peut tous en faire un. Du coup, on va passer un peu aux suggestions un peu littéraires et cinématographiques que tu as pu m'envoyer, en fait, me fournir avant ce live. Oui. Du coup, il y avait... tu m'avais pardon, tu m'avais envoyé plusieurs suggestions, notamment cinématographiques, notamment Mes frères et moi. Donc, c'était un film de 2021 qui avait été réalisé par Johan Manka. Donc, tu peux nous en parler un peu plus Bah ouais, alors, c'est un film qui est assez fou et ça vieillit pas avec le temps. En gros, ça a tous les traits d'un film social français qui ne m'intéresserait pas de base, où c'est des frères dans une banlieue qui essayent de s'en sortir, il y a plein de galères
et le petit, il va s'essayer à des cours de chant parce qu'il aime bien chanter, etc. Du coup, il y a un peu tous les trucs sociaux où moi, ça pourrait peut-être me saouler. Mais en fait, là, le film est incroyable. Déjà, il y a une interprétation folle de la part de tous les comédiens. Il y a une vibe très réelle, très ancrée dans quelque chose de palpable. Et en fait, tout est subtil. Tous les... J'ai reconnu d'ailleurs des trucs que j'aime beaucoup dans Lindelof, dans ce film, où en fait, il va pas montrer ce qu'on attend. Il va, il va toujours aller dans la profondeur des personnages et dans ce qui en fait, dans l'humanité, en fait, tu vois l'humanité à travers les erreurs. Et j'aime beaucoup ce film parce que en plus, en parallèle, il y a tout ce truc, toute une trame qui va se créer avec ce petit enfant qui est incroyable d'ailleurs, l'acteur est fou, qui va essayer d'intégrer des cours de chant. Et en fait, tu pourrais t'attendre que un petit dans une cité qui va faire des cours de chant, tout le monde va se moquer de lui, et ça va être le point principal du film, genre oh, le pauvre, personne ne veut l'accepter. En fait, non, ça, on s'en fout. C'est genre expédié tout de suite, alors que n'importe quel autre film l'aurait traité comme un point central. Non, le réal et scénariste, en fait, c'est hyper moderne, c'est hyper. Ça va pas traiter des mêmes sujets que tous les autres films dans cette ambiance de banlieue et tout ça. Et il y a une beauté qui émane de ces frères qui est, en fait, j'ai eu l'impression de vivre un été avec une salle de cinéma, parce que ça se passe pendant un été. Et c'était, moi j'ai adoré ce film, et je pense que je vais le revoir pas mal de fois. C'est peut-être mon film préféré français là, de ces dernières années, même si j'ai vu la vraie famille aussi, j'ai adoré là, récemment. Mais Il y avait également, pardon, non, excuse-moi. Il y avait également le travail des frères Duplass, notamment certains de leurs films, Creep, ouais, mais également aussi leurs livres, like Brothers. Donc c'est c'est vrai. D'ailleurs, Marc Duplass, enfin, les frères Duplass ont une place importante dans l'influence de notre film qu'on a fait avec Lucas en 2021, là, qui s'appelle Stéphane. Mm. En fait, c'est cette volonté de... En gros, Marc Duplass et Jay Duplass, ce sont deux frères qui ont créé leur boîte il y a un moment et qui s'essayent à des tout petits films parce qu'à un moment donné, ils en avaient marre. Ça, vous pouvez le découvrir dans leur livre qui est qu'en anglais, mais si vous comprenez l'anglais, ils le lisent en livre audio sur Audible. Donc, c'est génial. Et en gros, ils en avaient marre d'attendre. Ce qu'ils disent, c'est on nous disait toujours on se disait que la cavalerie allait arriver. Genre, ok, on a vendu un premier film, du coup là, ça y est, tout le monde va nous appeler. En fait, non, ça n'arrive jamais. Même si tu vends un film à Hollywood, même si tu vas te faire chier enfin, même si ton film a un grand succès dans un festival, bah en fait, ça n'arrive jamais. Du coup, eux, par contre, ils ont eu des réunions avec plein de producteurs, genre à travers le monde, et tous les producteurs disaient à la fin, c'est trop bien, on va travailler avec vous, c'est sûr. Il y a eu zéro appel. Du coup, ils se sont dit, en fait, on va arrêter ces réunions parce que ça nous fait genre tout le temps et l'argent qu'on met dans ces réunions, le temps de voyager, le temps de revenir, de parler avec ces personnes. Si on mettait ce temps dans l'écriture d'un film, on en aurait déjà fait un. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont arrêté les réunions et ils se sont dit, on va faire des films nous-mêmes. Et du coup, ils ont monté leur boîte où ils autofinançaient beaucoup de leurs films. Et ce qui donne en fait des films à chaque fois uniques dans leur genre parce qu'ils s'essayent à plein de genres. Genre Creep, c'est un film d'horreur. Il y a Blue Jay aussi qui est sur Netflix, qui est magnifique selon moi, qui est une sorte de petit drame d'1h10 ou de deux ex qui se retrouvent, film en noir et blanc, très simple, tourné en 7 jours. À chaque fois, c'est comme ça. C'est vraiment, ils n'ont même pas de scénario, ils ont un séquencier d'une ou deux pages et ils disent, allez, on va tourner. Parce que Marc Duplass, c'est acteur, du coup, ils ont leur acteur principal. Et après, ils produisent aussi des plus gros trucs. Ils ont fait des séries, il y a des trucs quand même plus produits. Mais cette énergie de
vas-y, on a une caméra et on y va et on fait les choses. Ça, j'adore et c'est ce qu'on a appliqué sur Stéphane. Et en fait, il y a un mood qui est. En fait, quand on commence à peine, genre j'ai un tout petit pied ou plus un trou de serrure vers le monde du cinéma, je vois que les projets, ils mettent 4-5 ans à se faire. Et c'est quand ça va vite. Bah, nous qui venons de YouTube, d'Internet, où tout est immédiat, c'est compliqué à accepter. Et du coup, bah, des personnes comme les Duplass nous inspirent à juste prendre une caméra et à le faire. Ouais. Et moi, j'ai des envies parfois de. Enfin, tu vois, genre, tu regardes Euphoria, tu fais putain, il y a 11 millions par épisode. Ça met il y a une journée par plan, tu as l'impression, tellement c'est beau. Bon, bah, tu fais une petite croix sur ça et tu te concentres sur déjà ce que tu sais faire toi à ton niveau. Et puis peut-être plus tard, tu verras. Mais j'avais trop tendance à me dire il faut que j'attende, que je fasse bien les choses. Et là, grâce au Duplass, je me suis dit vas-y, faisons des films, quoi. Et, et si tu as un portable, si tu as même tu achètes un appareil photo à 800 balles, bon, c'est un prix, mais ça va te suivre toute ta vie, bah, tu peux faire un petit film, quoi. Et ça, les Duplass, ils l'exécutent super bien. Regardez Creep, c'est vraiment cool. Et c'est fait avec. Il y avait 2 personnes sur le tournage, c'est les 2 comédiens et les 2 réals. Enfin, le réal, Patrick Bryce, et Marc Duplass, qui est un acteur, mais le réal jouait aussi dans le film. Et il n'y avait même pas d'ingé son, rien. Ça a fini sur Netflix. C'est un succès. Ils ont fait un 2. Enfin, c'est cool, quoi. Et ça donne, ça motive, ça inspire. Donc oui, gros, euh, leur production, notamment Blue Jay et Grip, allez-y. Et puis le livre, si vous avez envie de travailler dans ce milieu, il est très inspirant, ce livre. Like Broad. Et en dernière question, du coup, quel conseil tu donnerais à un YouTuber ou à un vidéaste qui a envie de se lancer, mais qui n'ose pas, qui a peur de se lancer ou autre? Bah, s'il y a une peur de se lancer, tu n'es pas obligé de le montrer déjà. Tu peux le Ouais. faire pour toi. Parce que c'est vrai que nous, à l'époque, on mettait ça sur Dailymotion, c'était juste pour avoir un lien pour partager à un copain. Il n'y avait même pas de vision d'un inconnu va voir ça. Du coup, aujourd'hui, il y a ce truc beaucoup plus flippant parce que oui, quand tu mets une vidéo sur YouTube, ça peut te buzzer, ça peut buzzer, ça peut juste rien faire. C'est souvent le cas d'ailleurs, ça ne fait rien et c'est déprimant parce que tu es entouré de personnes qui font des millions de vues ou même 100 000 vues, c'est rien maintenant, 100 000 vues, que quand tu sors un court-métrage et que tu t'attends à avoir 100 000 vues et que tu as 100 vues, bah, c'est déprimant. Alors qu'en fait, faut s'en foutre de ça parce que là, tu mets pas ton énergie sur la création, tu mets ton énergie sur je veux être quelqu'un. Et du coup, ça, c'est pas forcément le bon début. Donc, si tu as peur, c'est que je pense que tu as peur d'échouer et tu échoueras. Donc, ça, c'est pas grave. On échoue tous. Mais si tu n'échoues pas, tu pourras pas faire mieux. Donc, faut échouer. C'est très important. Donc, c'est normal d'avoir peur, en fait. Tous les réals et toutes les réals ont peur avant de faire un film. Donc, c'est normal, c'est bien même. Ça veut dire que tu veux bien faire les choses. Mais si tu as trop peur, tu peux juste le garder pour toi et le montrer à tes proches. Et puis voilà. Et encore une fois, essaye de faire quelque chose que tu peux faire. Ah, il y a encore Siri qui me parle. C'est fou. Essaye de faire quelque chose que tu peux faire dans ton entourage, si tu n'as pas de moyens. N'imagine pas un truc de science-fiction, n'imagine pas un truc où tu vois des refs de belles lumières et tout ça. Non, tu fais une croix sur ça. Tu te concentres sur un petit film de 2 minutes, même on s'en fout, ça peut durer 30 minutes. Mais un truc que tu peux faire rapidement aussi, ça c'est pratique. Et puis un truc qui est autour de toi,
qui est pas forcément sorti d'un imaginaire très, très, très profond. Tu peux juste te dire, ah ben, il s'est passé ça, même avec mon copain, avec ma copine, il s'est passé ça. C'est peut-être intéressant à raconter. Je fais un court-métrage, c'est juste du dialogue pendant 2 minutes avec un iPhone. Et puis on s'en fout, peut-être tu le montres à personne, ça va sûrement être nul, mais c'est pas grave. Au moins tu essayes, et puis tu pourras apprendre plein de trucs en essayant. Parce que sinon, on n'apprend rien, hein. Je pense que tout le monde apprend jusqu'à la fin de sa vie. Donc il n'y a pas un moment, je pense, où comme moi, je ne vais pas me dire ça y est, c'est bon, tout est appris. Forcément. Donc voilà, si j'ai en tout cas, j'ai posé à peu près toutes les questions que je voulais te poser, Timothée. Là, je pense qu'en fait, il y a eu un tout petit problème au niveau du chat, donc je ne sais pas si on aura des questions là ce soir. En tout cas, je pense que on a pu parler un peu de tout ton parcours et un peu de tous les sujets que je voulais aborder aujourd'hui. Voilà, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir parler avec toi de ton travail, de tout ce que tu as produit, de ta manière de voir aussi également le storytelling aujourd'hui. Donc voilà, et j'espère que tu auras de nouveaux projets à nous soumettre et à soumettre à tout le monde d'ici quelques temps. J'espère aussi. Oui, clairement. Bon, cool. Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation. Et puis du coup, donc là, on se dit que le chat, il n'y a pas de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Ouais, parce qu'il y a eu un petit bug au niveau du chat. Alors, j'essaie de voir s'il y aurait des questions ou pas. Bon, évidemment, après, il y aura le replay. Donc, s'il y a eu un problème au niveau de la diffusion dès ce soir, enfin, dès demain, je pense, ouais, peut-être pas ce soir, mais dès demain, il y aura le replay de diffuser sur la chaîne. Donc, ok, ça marche. Donc, voilà. Bon, et très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Timothée. Salut, bonne soirée. Salut.